va commencer. Prenez place, asseyez-vous. Nous allons commencer l'atelier. Alors, je commence. Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier. Je me présente, donc, je suis Yvan Farnoux, donc je suis le président du comité éditorial de la revue Finance et Gestion. C'est une revue que vous connaissez, qui n'est plus à présenter. Pour ceux qui sont abonnés, vous avez reçu le dernier numéro cette semaine. Et puis pour les autres, vous pouvez vous adresser au stand de DFCG pour avoir le numéro à la fin de la session. J'ai l'honneur de présenter cette conférence en étant votre modérateur. Alors, cet atelier s'intitule donc « Comment le reporting de durabilité et l'achat responsable sont en train de redéfinir la collaboration entre les directeurs achats et financières, les directions achats et financières, à travers l'adoption de nouveaux indicateurs clés de performance pour une entreprise plus durable et éventuellement plus rentable ». Alors, nous allons aborder ce sujet sur différents thèmes. Nous avons choisi 3 thèmes à travers des retours d'expérience de groupes des sociétés comme L'Oréal et groupe SES. Alors, le premier sujet, ça va être les enjeux généraux de la RSE. Ensuite, le rôle de la réglementation. Et enfin, l'impact de la CSRD. Alors, nous disposons d'environ 45 minutes, 30 minutes de débat et à peu près une dizaine de minutes de questions-réponses. Alors, pour animer le débat, nous avons l'honneur d'avoir la présence de 3 intervenantes expertes dans leur domaine et qui vont se présenter à tour de rôle. Je commence par Isabelle. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Caradine, je suis associée chez PwC et j'ai la joie d'être effectivement spécialiste de la fonction achat et d'accompagner des clients du secteur industriel et des services dans leur programme de performance achat, mais aussi dans leur stratégie achat responsable. Voilà. Bonjour, donc je suis Régine Lucas, je travaille pour une de nos belles sociétés françaises qui s'appelle L'Oréal. L'Oréal, 38 milliards de chiffre d'affaires, 85 000 employés, 50 000 fournisseurs. La raison pour laquelle je suis avec vous aujourd'hui, c'est que je suis en finance aujourd'hui. Je suis responsable de la finance durable. Mes 2 patrons, c'est le CFO du groupe et la patronne de la corporate responsibility du groupe. Mais auparavant, pendant 8 ans, j'étais la patronne des achats. Donc je crois que quand le thème a été évoqué, ils se sont dit qu'il y avait un usual suspect qui pourrait peut-être en parler. Et donc voilà. Bonjour à tous, je suis Marion Zemanic. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter l'ADRA, l'association des directeurs et responsables achats. Et à mes heures perdues, je suis directrice de la performance extra-financière et des achats pour le groupe SOS. Groupe SOS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupement associatif. C'est un des leaders de l'entreprise sociale et solidaire. Ça représente 21 000 salariés, un petit milliard de chiffre d'affaires, essentiellement présent en France métropolitaine, mais aussi à l'international, sur 8 secteurs d'activité, dont le grand âge, les hôpitaux, les crèches, et j'en passe. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour cette présentation. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la première question, bien évidemment. Alors, pourquoi n'avons-nous plus le choix de nous mobiliser autour de la RSE? Alors, je me tourne vers Régine. En quoi ce sujet concerne l'ensemble des piliers et dimensions de l'entreprise? Bon, je ne sais pas vous, mais moi, quand on me dit pourquoi est-ce qu'on n'a plus le choix, déjà. Bon, moi, ce que j'aime bien autour de la RSE, c'est l'évolution quand même du regard des entreprises autour de la RSE. Il y avait les convaincus au départ. Et puis maintenant, on est en train de se rendre compte de quelque chose d'extrêmement important, c'est que la RSE, c'est un enjeu stratégique pour les entreprises. Pas pour faire plaisir à des activistes ou à des écologistes, peut-être que certains diraient, mais parce qu'en fait, finalement, la RSE, c'est vraiment une manière fondamentale de construire un business model qui soit solide et durable, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue impact.
La RSE, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle nous permet de regarder, si je le prends par un prisme peut-être un peu financier ou des logiques un peu financières, elle nous permet de regarder nos risques et nos opportunités. Quand on regarde bien ces risques et ces opportunités, on prépare des business models qui sont créateurs de valeur. Créateurs de valeur, pourquoi? Parce qu'on aura sécurisé nos chaînes de valeur, donc ça c'est le lien avec les fournisseurs, et aussi parce qu'on aura regardé comment diminuer les risques et avoir des opportunités. On sait tous que dans nos mappings de risques, le risque climat, c'est un des risques majeurs que l'ensemble des entreprises ont à regarder. Et donc, nous, en tant que financiers, on a décidé de soutenir vraiment l'engagement de L'Oréal d'un point de vue RSE, mais qui est d'abord un engagement visionnaire de notre ancien PDG Jean-Paul Agon et qui est vraiment repris par Nicolas Hieronymus. Donc déjà, première chose, c'est vraiment un enjeu stratégique. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que pour pousser ceux qui n'auraient pas compris assez vite que c'était un enjeu stratégique, on a toute une superbe chaîne de réglementation qui vient aujourd'hui nous donner une petite pitchonnette pour nous pousser à tout ça. Mais là aussi, moi, je décide vraiment de voir le côté positif de tout ça parce que cette réglementation, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Elle va nous permettre de nous mesurer sur des KPI qui sont communs. Elle va pouvoir nous permettre de mettre les moyens derrière cette mesure de performance. Et on considère que la performance extra-financière, c'est une des facettes de la performance de l'entreprise, donc de L'Oréal. Donc pour nous, on ne va pas être poussé, mais on va être engagé dans cette transformation-là. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne répond pas aux régulateurs pour faire plaisir aux régulateurs. C'est juste que nos parties prenantes, par exemple nos clients, alors nos consommateurs, hein, nous devant les rayons, mais aussi nos clients, nos retailers, sont en train de se transformer. Il faut qu'on les aide. Nos investisseurs regardent quand même si les entreprises dans lesquelles ils sont en train d'investir vont être là demain, en particulier derrière des enjeux de développement durable. Donc, cela aussi, il faut leur répondre. Et puis, à chaque fois que dans nos employee surveys, on regarde finalement quels sont les points de fierté dans l'entreprise, quelle est la contribution que les employés valorisent le plus, dans le haut du panier, il y a toujours nos engagements autour de la corporate responsibility. Donc moi je trouve que vraiment être derrière des enjeux RSE, c'est surtout pas le petit bout de la lorgnette, c'est vraiment quelque chose de très engageant et très stratégique. Merci pour cette réponse. Et vous, Marion, en quoi le secteur associatif est-il précurseur et peut-il donner des idées aux entreprises du secteur marchand? Alors finalement, peut-être que le prisme associatif se rapproche finalement du prisme lucratif que vient de présenter Régine, puisqu'évidemment, j'adhère totalement à ce qu'elle vient de soutenir. Peut-être ce que je rajouterais, en tout cas en ce qui concerne Groupe SOS et d'autres de nos homologues dans le secteur associatif, il y a 3 enjeux importants qui sont traités et qui sont incontournables via la RSE aujourd'hui. Le premier, c'est évidemment l'attractivité de nos salariés. Aujourd'hui, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, vous en avez entendu parler, on a des sujets d'attractivité des salariés, et d'ailleurs dans le privé lucratif également. Et donc cet enjeu est un enjeu fort pour tout simplement opérer dans nos établissements. Donc celui-ci, il est incontournable. Une fois qu'on a attiré nos salariés, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est vraiment en phase avec nos métiers? Donc la probité, au sens RSE du terme, est un enjeu hyper important. Une fois que mon salarié est chez moi, est-ce que je lui apporte vraiment le sens qui l'a fait venir chez moi aujourd'hui? Donc ça, c'est un enjeu que nous travaillons tous ensemble, notamment avec nos fonctions RH, évidemment. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de financement. Puisqu'aujourd'hui, la petite anecdote, semaine dernière, mon directeur financier vient vers moi, au-delà des reportings habituels que vous connaissez, il me dit, écoute, tu n'étais pas là à la dernière réunion, j'ai été traité d'écologiste. Je dis, mais génial, c'est une excellente nouvelle. Il me dit, il faut absolument que tu m'aides. 50% des questions qui me sont posées par mes financeurs, à savoir public et privé pour ce qui nous concerne, ont attrait au sujet RSE. Comment je fais pour répondre? Donc, il pataugeait un petit peu dans la semoule sur ces sujets. Je dis, ne t'inquiète pas, nous allons travailler ensemble. Donc, non seulement nous étions déjà alignés sur les enjeux économiques, évidemment, de manière assez classique sur les sujets achats, mais après-demain, nous serons, enfin, en tout cas dès aujourd'hui, nous sommes liés par ces enjeux RSE qui sont incontournables aussi vis-à-vis de la fonction finance.
Et puis le troisième enjeu, qui est peut-être un petit peu atypique à SOS, c'est l'enjeu de gouvernance. SOS, depuis son existence, a une gouvernance engagée, ce qu'on appellerait aujourd'hui une entreprise à impact, puisque nous avons une gouvernance qui est collective, 100% de nos soi-disant bénéfices sont réinjectés. Et simplement pour faire le lien avec ce qui peut se passer dans vos organisations plus classiques, et se dire que vous pouvez aussi vous-même engager vos organisations vers une gouvernance qui soit vertueuse, c'est peut-être aller vers des systèmes de type entreprise à mission, qui représentent un vrai engagement d'un point de vue statutaire et qui montrent, qui tendent vers vraiment cette transition que nous le savons déjà, chaque organisation doit opérer dès à présent. Donc, en effet, Groupe SOS est un peu atypique sur le marché. Et nous sommes ravis d'être leaders sur ces enjeux de gouvernance qui sont un petit peu en reste souvent dans cette notion RSE. Merci Marion. Je me retourne maintenant vers Isabelle. Alors, est-ce que les dirigeants d'entreprise l'ont bien intégré et est-ce que la RSE est devenue vraiment prioritaire? Oui, donc peut-être ici, je viens seulement confirmer ce que Régine et Marion viennent d'expliquer à travers deux résultats d'enquête que nous menons chez PwC. Ce sont des enquêtes annuelles. Et je tenais à le présenter parce que, en reprenant les enquêtes d'il y a 5 ans, eh bien les résultats sont extrêmement différents et je vais en parler. Alors, cette étude, elle montre quoi, ou ces deux études montrent quoi? Que la RSE est de tous les défis. Et si on regarde à gauche de ce slide les défis vus par les directions générales que nous interrogeons chaque année au niveau mondial à travers le réseau PwC, eh bien, ce que vous pouvez voir, c'est que la dimension RSE est extrêmement forte sur 5 de ces 7 défis. Alors, je disais qu'il y a 5 ans, les résultats étaient très différents. Effectivement, j'ai repris l'enquête d'il y a 5 ans. En pole position, nous avions comme défi pour les directions générales, je l'ai noté ici, les ruptures technologiques, la démographie, donc la population mondiale, et les attentes des pays émergents. Aujourd'hui, quand on regarde eh bien les défis, le réglementaire arrive en pole position, c'est quand même assez incroyable. On va y revenir juste après. En deuxième position, les attentes des clients. Donc les clients, ils attendent de la durabilité, de la transparence, du respect des droits du travail, de la qualité. Et puis, je voulais en citer un deuxième qui me paraissait intéressant, les pénuries de main-d'œuvre. Alors, la pénurie de main-d'œuvre, évidemment, il y a un sujet de compétences et d'alignement entre les besoins et la disponibilité des compétences, mais il y a un réel sujet autour de l'attractivité des entreprises, notamment qui ne sont pas ou qui sont polluantes plutôt. Le sujet du sens et le manque de sens, qui est aussi un sujet sociétal et qui est lié à la RSE. Donc tout ça pour dire que les défis, la RSE de tous les défis, les CPO en ont bien conscience, et vous voyez sur le graphe de droite notamment que la RSE est la 3e priorité des directions achats que nous avons interviewées cette année. À mon sens, cet indicateur, il devrait être au même titre, enfin je rebondis sur ce que disait Marion, peut-être au même niveau que la performance financière ou performance économique. On devrait même l'intégrer dans la performance économique, et je crois que c'est ce que L'Oréal va expliquer. Mais voilà un indicateur qui, normalement, d'ici un an ou deux, devrait être largement au-dessus. Merci Isabelle. Alors, comme on l'a vu ce matin en plénière lors de l'entretien avec Mathieu Malige, CFO de Carrefour, le régulateur nous met la pression. Et ça me permet de faire la transition sur le deuxième thème, sur le rôle de la réglementation. Alors, je me tourne vers Régine. Quelles sont les intentions du régulateur derrière ce nouveau package réglementaire?
Avant de répondre à la question, moi je voudrais savoir dans la salle, puisque vous avez tous regardé ce matin là, avec attention la présentation, lesquels d'entre vous doivent répondre à la CSRD? Lesquels d'entre vous ont des clients qui doivent répondre à la CSRD? Quand même, la moitié d'entre vous. Pourquoi les autres ne sont pas concernés? Vous ne savez pas? Bon. Non, non, en fait, la CSRD, ok, il y a un côté qui arrive, la réglementation, c'est un peu pénible, etc. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment... Ce qui est important, c'est aussi ce qu'on en fait, hein, puisque vraiment, la RSE, c'est une facette de la performance de l'entreprise. J'imagine que vous avez bien compris ce matin que l'intention du régulateur, c'est vraiment de comprendre à quel point les sociétés sont engagées, est-ce qu'elles ont des plans d'action derrière la RSE. Beaucoup de sociétés ont donné des objectifs à 2030, donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on l'exécute, mais au-delà du fait de comprendre comment est-ce qu'on l'exécute, c'est quel est l'impact sur le business model de l'entreprise, et comme j'imagine qu'il y a beaucoup de financiers dans la salle, c'est concrètement quel est l'impact sur le bilan et sur le compte de résultat. Bon. Et aussi sur les risques et les opportunités. Une fois qu'on a compris ça, moi je pense que ce qui est intéressant vraiment de se dire sur la partie CSRD, c'est que ça va être quand même un set de référentiels de KPI qui, moi, me fait penser quand même à ce que les financiers ont vécu il y a quelques années quand ça a été normé, en particulier avec les IFRS. Ça fait mal au début, mais à la fin, tout le monde est comparé sur les mêmes indicateurs. C'est ce qui est en train de se passer, ce qui va éviter quand même, moi, je trouve, pas mal de greenwashing. J'espère juste que la CSRD ne va pas nous demander des critères que vont dupliquer les agences de rating, etc., pour comprendre quelle est notre performance. Bon. Ensuite, la CSRD, elle va nous pousser, nous, notre écosystème fournisseur. C'est pour ça que je posais la question de si vous aviez des clients quand même qui devraient y répondre, parce que nous, évidemment, on va s'équiper pour répondre à la CSRD, mais il y a beaucoup de réponses qui sont dans les mains de notre chaîne de valeur et de nos fournisseurs. Donc, on va les pousser eux-mêmes, non seulement à nous répondre, mais aussi à s'améliorer. Et je pense que c'est ça. Et quand on regarde de toute façon le package complet du Green Deal, on a bien compris que d'un côté, il y allait avoir des mesures réglementaires pures du type sur les plastiques, sur les polluants, etc., qu'il allait y avoir les entreprises qui allaient être un peu mises sous scrutation, on va dire, mais que ça allait être la même chose sur les investisseurs. Tout ça pour aller vraiment dans la même direction. La CSRD, elle a aussi un intérêt, c'est qu'elle nous permet de commencer à faire parler le financier et l'extra-financier. Et ça, c'est vrai que quand moi j'ai pris mon job il y a 3 ans, sont quand même deux performances qui, au départ, marchent l'une à côté de l'autre. Et pourtant, quand on se dit que la RSE, c'est une performance comme une performance de vente, comme une performance de pub, comme de la part de marché, on la regarde d'une autre manière et on est capable de la faire parler avec des éléments financiers et de la piloter avec le maximum d'impact, comme on le fait avec le reste des performances de l'entreprise. Donc moi, si j'avais un message à vous passer aujourd'hui, la CSRD, ça fait froid dans le dos au début, mais après, franchement, si on arrive à en tirer la valeur, il y a de la valeur court terme et long terme pour l'entreprise, long terme d'un point de vue stratégique, notamment pour planifier ces éléments, mais aussi vraiment court terme pour prendre des décisions éclairées par les financiers. Donc moi, je vous engage en tant que financier à vous former vraiment à tous ces éléments-là. Vous allez être instrumentaux. Merci. Alors Isabelle, en quoi consistent les nouvelles obligations incluses dans les directives européennes? Alors, Régine disait que ça faisait froid dans le dos. J'espère que ce que je vais vous présenter ne va pas faire froid dans le dos, mais en tout cas, l'exemple de L'Oréal et de SOS va montrer en quoi c'est finalement assez simple, je ne sais pas, mais en tout cas assez structuré. Alors ce nouveau socle réglementaire, de quoi on parle? Donc on parle de 2 choses, hein, il repose sur ces 2 piliers. Le que faire, qui est la CS3D, et le quoi faire, qui est la CSRD. La CSRD a été publiée, la CS3D est en cours de validation, d'écriture, mais elle devrait sortir bientôt. Quelles sont les nouveautés par rapport au reporting extra-financier et par rapport aux différentes réglementations? Eh bien, tout d'abord, l'extension aux entreprises de plus de 500 collaborateurs.
500 employés. Deuxièmement, la notion de double matérialité. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est ce fameux sujet de cartographie des risques, à la fois impact et matérialité d'impact et matérialité financière. La prise en compte de l'ensemble de la chaîne de valeur, c'est pour ça que la question sur est-ce que vos fournisseurs sont impactés, mais aussi est-ce que vos clients sont impactés, c'est que toute la chaîne de valeur doit être désormais mesurée, évaluée, analysée. Et puis donc ce reporting extra-financier sera gage d'assurance pour les directions financières, pour vous, et au même titre finalement que votre reporting financier classique. Voilà. Donc peut-être pas autant de changements que ça pour ceux qui sont habitués à ce reporting extra-financier, aussi à la réglementation loi Sapin et devoir de vigilance, mais quand même quelques changements structurels. Alors justement, si on revient sur on peut passer à ces changements structurels. Donc voilà une structure de la réglementation, les fameux 12 ESRS, hein, qui sont des standards et qui sont des standards de reporting. Mais avant d'être des standards de reporting, une base de travail pour définir des stratégies associées à ces 4 dimensions, donc l'environnement, le social, la gouvernance, et puis des dimensions transverses. Mais je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un plan de travail qui est assez structuré, qui est exhaustif. Vous n'aurez pas à tout traiter parce que, encore une fois, selon votre analyse de double matérialité, vous aurez à sélectionner ce qui est prioritaire pour vous ou pas. Voilà, ça c'était un petit peu 2 slides de normes. Désolée pour le côté un peu peut-être rébarbatif, mais on voulait juste fixer les idées pour être d'accord qu'on parlait du même sujet. Alors, sans transition, on va passer à la partie la plus intéressante, ce sont les impacts sur la CSRD. Alors, je me tourne vers Marion. Alors, pourquoi est-ce une vraie marche, une vraie étape importante pour les entreprises? Alors d'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait Isabelle. Respirons. On se pose, on respire. On n'a pas créé nos organisations hier. Elles existent depuis un certain temps. On a déjà tous ensemble, d'ailleurs, fonction finance, achat et autres, bossé sur un certain nombre de réglementations qu'évoquait Isabelle, qui sont déjà présentes. Si on a à peu près bien fait nos devoirs par le passé, on a déjà un solide bagage pour pouvoir avancer sur ces sujets de CSRD. Le solide bagage d'un point de vue achat, en tout cas, d'après mon analyse de ce que je comprends aujourd'hui de la CSRD, puisque moi-même je vais me faire former dans les prochaines semaines, je ne comprends pas précisément tout à cette norme-là, et je pense que je ne suis pas la seule. Mais j'ai compris en tout cas certaines choses. La première chose, c'est qu'on s'appuie sur une réglementation existante. On disait loi Sapin 2, devoir de vigilance, des lois qui sont même plus anciennes de type LME, délai de paiement des fournisseurs, qui sont au cœur de la CSRD, des certifications achats qui existent sur le marché. Vous connaissez certains le label relation fournisseur achat responsable, la norme ISO qui est adjacente. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels, normalement, vos organisations, en tout cas vos fonctions achats, et peut-être de manière un peu plus lointaine, vos fonctions RSE, ce sont déjà des sujets sur lesquels ils ont bossé. Donc retournez voir ces fonctions-là, travaillez avec elles, essayez de tirer la substance que vous pouvez en tirer ensemble. Ensuite, un peu plus récemment, on a des événements qui ont évidemment modifié la façon dont fonctionnent nos organisations, les sujets de problématiques liées à l'inflation, qui nous ont conduits les uns les autres, il n'y a pas de... Ah si, il y a du son. Qui nous ont conduits les uns les autres à mettre en place un certain nombre d'actions de type plan de sobriété. Plan de sobriété, ça, ce sont des sujets que vos organisations normalement connaissent déjà, ce sur quoi elles ont déjà bossé. Et donc, cette CSRD va reprendre aussi ces sujets de décarbonation, par exemple, d'économie circulaire. Vos organisations ont déjà forcément travaillé sur ces sujets-là. L'idée, c'est de les rendre visibles, de les objectiver, d'apporter de la méthode. Et c'est plutôt une bonne nouvelle
parce que finalement, au vu de toutes ces crises, les uns les autres, on était peut-être un petit peu perdus. Cette CSRD, à mon sens, va apporter un aspect méthodique sur ces différentes démarches, ces différents enjeux qui nous dépassent peut-être un petit peu. Et puis, finalement, un sujet qu'on a commencé à toucher du doigt avec nos organisations, c'est cette fameuse relation fournisseur, sur laquelle vous avez déjà travaillé. Mais l'idée, en tout cas, ce que j'en comprends moi aujourd'hui à travers cette CSRD, c'est qu'il va falloir la travailler encore plus en profondeur, y apporter davantage de méthodes, et non seulement avec son fournisseur de rang N-1, mais les autres encore, qu'on avait quand même, il faut bien le dire, un petit peu oubliés. Donc cette CSRD va vraiment nous pousser à prioriser ces enjeux, à voir dans quelle mesure et jusqu'où on va avec ce travail de collaboration avec nos fournisseurs. Et ce ne sera pas un vain mot, ça veut dire parfois aller jusqu'à de la co-innovation qu'on avait parfois bossé par le passé, mais qui là devient incontournable. Ça veut dire parfois aussi du co-investissement pour améliorer ce sujet, pour aller vers ces sujets de décarbonation, par exemple. Donc ces sujets-là vont, j'ai envie de dire, à présent être traités plus sérieusement, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous tous. Et je rappelle quand même qu'accessoirement, le régulateur, c'est nous tous. C'est nous tous qui faisons le régulateur aujourd'hui. Donc je pense qu'on en a tous besoin au titre de nos organisations, mais aussi à titre individuel. Merci pour cette belle présentation. On va prendre un cas concret, un exemple concret. On va prendre l'exemple, par exemple, de L'Oréal, par exemple. Alors, Régine, par exemple. Au hasard, j'ai tourné la boule. Régine, quelles sont les difficultés rencontrées et quelles valeurs en avez-vous retiré? Bon, comme on est une grosse société, on s'est dit, oh là là, ce truc, il y a plein de KPI, il faut le regarder assez tôt. Donc, on a commencé à le regarder déjà sur les textes provisoires il y a 1 an. Et franchement, déjà, il a fallu comprendre, pour rentrer dans la compréhension des KPI qui s'appliquent à nous ou qui ne s'appliquent pas. Une des difficultés, ça a été ça. Et en plus, il faut quand même qu'on se dise, en étant honnête, que tout le monde est en train d'apprendre, aussi bien nos auditeurs que tout le monde. Bon, voilà. Bon, nous, on travaille avec Price. Je ne fais pas de pub, mais voilà, on a décidé de prendre ce sujet comme ça. Et on a identifié quels étaient les indicateurs qui s'appliquaient à L'Oréal. Et puis on s'est dit, bon, ben alors ça, est-ce que ça simplifie notre reporting ou ça ne le simplifie pas? Si on devait reporter que à la CSRD, ça simplifierait. Manque de bol, il y a quand même encore les agences de rating derrière et toute une série de questionnaires et de classements qui nous demandent aussi des indicateurs. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va vraiment pousser aussi d'un point de vue simplification si on doit faire un peu de lobbying à Bruxelles, parce que c'est pas possible d'avoir 200 indicateurs de la CSRD, plus encore 400 autres, parce que finalement, les uns et les autres ne se sont pas alignés. Bon, admettons que la cible, ça soit plutôt les indicateurs de la CSRD. Ensuite, de façon pragmatique, on s'est dit, bon, alors on a l'info ou on n'a pas l'info. L'info, on l'avait un peu partout. On a 18 data domaines chez L'Oréal. La partie RSE est dans 12 des 18 data domaines. C'est pas comme en finance, tout n'est pas rangé au même endroit et pas sur les mêmes systèmes. Donc, on a regardé aussi quelle était la qualité de la donnée, est-ce qu'on savait où est-ce qu'elle était, est-ce que c'était des Excel. C'est là où la finance a un rôle clé à jouer, parce que tout ce qu'on sait faire en termes de reporting, en termes de rigueur de reporting, c'est hyper important. Bon. Ensuite, on s'est dit, enfin bon, tout ça, on le fait pas pour seulement répondre, avoir un super URD. On fait ça aussi parce qu'on a envie de gérer une performance qui soit à la fois durable et financière. Et c'est là aussi que c'est devenu super intéressant, parce qu'on s'est dit, mais alors en vrai, est-ce qu'on a les normes et les budgets pour dire exactement ce que c'est un coût derrière un objectif RSE? Donc on s'est dit, c'est pas si clair que ça. Donc on a normé nos coûts. Donc on s'est fait un truc super fun, un super book de normes. Mais n'empêche que c'est quand même juste la base. Le book de normes, il aide le contrôle interne, il aide l'audit, etc. Donc on a décidé d'intégrer dans le planning financier, dans les méthodes financières, ce volet qui est la performance durable. Donc derrière chaque indicateur de notre programme de développement durable qui s'appelle L'Oréal for the Future, on a mis des normes de gestion, on a fait un plan strat et on a fait un budget. Et là, on retombe sur des choses qu'on connaît, que la finance connaît. Et la finance est absolument instrumentale pour faire ça. Parce qu'à partir du moment où on a un indicateur de performance
qu'on sait allouer les ressources, on a les bons arbitrages en interne. Et finalement, la CSRD, oui, c'est le reporting, oui, c'est la réglementation, mais là où ça apporte beaucoup de valeur en entreprise, c'est sur le fait de piloter sa performance, sa double performance. Nous, on appelle ça vraiment la double performance. Et vraiment, la finance est totalement instrumentale là-dessus. Donc voilà, pas simple le truc, mais beaucoup d'opportunités et by the way, beaucoup d'intérêt des équipes des financières, jeunes et moins jeunes, sur le fait d'intégrer aussi cette nouvelle dimension. Et l'autre chose, c'est que comme je vous l'ai dit, on veut aussi intégrer nos fournisseurs dans cette transformation parce que quand on regarde nos émissions carbone, par exemple, le scope 1 et 2 de L'Oréal, c'est moins de 1% des émissions carbone. Donc autant dire que les 99 autres, c'est moitié les fournisseurs et moitié les clients. Si jamais on veut atteindre nos objectifs, on va devoir embarquer nos consommateurs par les choix qu'on les aidera à faire, et surtout la partie fournisseur. Donc il va falloir aussi que nous, on accompagne nos fournisseurs dans cette transformation, en leur expliquant aussi que c'est bon pour eux, parce que nous, on est persuadés que c'est bon pour nous, et donc ça peut être bon pour eux aussi. Très bien, ça m'amène à poser la question suivante. Alors, comment chacune des fonctions va-t-elle contribuer? Par exemple, Marion, que va devoir faire les achats? Alors, ils vont devoir faire, d'ailleurs mes collègues ici présents peuvent en témoigner, ils vont devoir faire finalement ce qu'ils ont toujours fait. C'est-à-dire qu'ils vont revenir sur les fondamentaux achats. C'est la base. Quand on est solide sur ces fondamentaux, on peut aller plus loin. Et moi, je conseille vivement, quand on ne sait plus où on en est, quand on ne sait plus où on doit aller, revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux achats, on le disait tout à l'heure, ce sont les réglementations qui existent déjà, ce sont la relation fournisseur qu'il va falloir approfondir, c'est les différentes réglementations de type délai de paiement, comment j'accompagne mes fournisseurs grands et petits surtout à traiter ces sujets-là, comment je traite moi-même ces sujets-là. C'est tous ces sujets-là sur lesquels il va falloir revenir. Approfondir la maîtrise de la chaîne de valeur, donc on le disait tout à l'heure, de manière plus méthodique que ce qu'on faisait jusqu'à présent, il faut bien le dire, revenir vers ses fournisseurs de rang N-1, N-2, organiser cette relation-là, parce que ça s'apprend, c'est quelque chose qui nécessite de la méthode, mais c'est possible. Retravailler les stratégies fournisseurs, c'est quelque chose qu'on a toujours fait, mais avec un prisme RSE beaucoup plus approfondi, beaucoup plus important. Donc c'est des sujets qu'on connaît déjà finalement. Peut-être que ce que je peux apporter par rapport à la grande entreprise qui est L'Oréal, c'est le prisme groupe SOS, qui est une grande entreprise, mais qui a peu de moyens, qui a des petits moyens. C'est peut-être éclairer les entreprises qui sont ici, qui sont un petit peu plus petites et qui ont moins de ressources que les autres pour avancer sur ces sujets-là. Tout ça pour dire que c'est possible. Et concrètement, vous dire un petit peu ce qu'on a fait, nous, depuis plusieurs années, sachant qu'au passage, je ne vous l'ai pas dit, mais nous ne sommes pas soumis jusqu'à présent à la CSRD. Alors, ce n'est pas ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, parce qu'on a considéré qu'on l'était dans tous les cas et qu'on le serait un jour. Et dans tous les cas, il fallait qu'on le soit pour être cohérent par rapport à nos métiers. Donc, ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est revenir aux fondamentaux. On a travaillé nos matrices de Kraljic. Donc là, étudier l'impact de nos différentes dépenses, l'impact sur le business et la complexité des marchés, pour essayer d'être plus résilient. Donc ça, c'est quelque chose de basique dans la fonction achat. Alors moi, avec ma casquette fonction extra-financière, c'est travailler la matrice de matérialité, on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire toujours dans une perspective de priorisation des enjeux. Je ne peux pas bosser sur tout, en fait. Je n'ai pas les moyens, moi, en tant qu'entreprise avec peu de moyens, de bosser sur tous ces sujets-là de manière vertueuse. Et donc, effectuer une matrice de Kraljic, c'est-à-dire prioriser ces enjeux en fonction de l'urgence et de l'importance pour mes parties prenantes. C'est ce qu'on a fait il y a 2 ou 3 ans. On a interrogé nos fournisseurs, on a interrogé nos salariés. Alors, on n'a pas interrogé nos usagers, mais on le fera. Il n'est pas impossible qu'on le fasse dans les prochaines années, en tout cas ceux qui peuvent y répondre, ou les familles de nos usagers, pour prioriser avec eux les enjeux du groupe SOS sur les sujets RSE. On a aussi on est revenu, à défaut d'avoir une base de données ultra exhaustive comme peuvent l'avoir certaines organisations, on s'est tourné vers nos fournisseurs pour aller chercher la donnée. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, pourtant on en a parlé lors de la préparation de cet échange, mais l'accès à la donnée, c'est un élément hyper important en vue de la CSRD. Et sachez que finalement, vos fournisseurs sont
sont un trésor de données et qu'il faut le travailler avec eux, évidemment l'inclure dans les contrats, etc. Mais il ne suffit pas de l'inclure dans les contrats. Moi, j'ai fait la malheureuse expérience d'avoir inclus dans mes contrats, mais mes fournisseurs me disaient je ne peux pas le faire. Donc, travailler avec eux, justement, au-delà de l'aspect contractuel classique d'une relation client-fournisseur classique, travailler avec eux sur les moyens qu'ils se donnent pour atteindre ces objectifs qui doivent être réalistes pour eux et pour nous. Il ne suffit pas de le mettre dans le contrat. Donc, c'est encore une fois revenir à ces fondamentales de relations fournisseurs à travailler. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est vraiment se mettre au travail ensemble, de manière méthodique, en priorisant les enjeux des uns et des autres, et voir quels sont les enjeux qui nous concernent tous. Le dernier sujet sur lequel je voulais revenir aussi, comment on va y contribuer. Alors nous, avec notre prisme associatif et avec les peu de moyens dont nous disposons, on s'est rapproché de nos homologues / concurrents sur le marché, que sont par exemple Croix-Rouge française, Association des paralysés de France, qui sont des organisations qui se rapprochent de nos activités. On s'est rapproché d'eux pour travailler ensemble sur un certain nombre de sujets qu'on a ciblés, parce qu'on est quand même, on reste concurrents sur un certain nombre de sujets, mais sur d'autres, on s'est dit que c'était une bonne idée de mettre en commun nos forces. Ça fait l'objet notamment de la signature de la charte relations fournisseurs et achats responsables qu'on a signée de manière conjointe il y a 1 an et demi maintenant. Et le but du jeu, c'est de travailler ensemble justement sur ces enjeux, notamment les enjeux de territoire, de fournisseurs locaux, de développement des fournisseurs du monde du handicap qui nous concerne tous. Et donc, y compris dans nos domaines d'activité dans lesquels nous exerçons, hein, nous, ce secteur associatif, nous avons du mal nous-mêmes à aller chercher des fournisseurs locaux du secteur adapté, etc. Donc, on fait vraiment face aux mêmes difficultés que celles à laquelle j'ai pu faire face par le passé dans des organisations lucratives. Mais l'idée, c'est de décider de mettre en commun un certain nombre de forces, y compris avec ses concurrents, pour aller travailler cette chaîne de valeur ensemble. Isabelle, vous voulez rajouter un complément d'information ? Oui, je voulais rajouter quelque chose parce qu'il est peu fréquent que je rencontre autant de directions financières puisque mes clients sont plutôt des directions achats. Et en fait, le constat que l'on fait chez PwC, c'est que nos clients direction achat, dans de nombreux cas, ils sont en attente d'actions et de programmes de travail venant des directions financières. Et quand on rencontre aussi des directions financières, ils se disent aussi qu'est-ce que font les achats, voilà. Donc il y a une espèce de jeu qui se met en place et j'ai envie de vous dire, voilà, ou vous suggérer, ou en tout cas de porter ça à votre attention, que quand on parle de la contribution des achats, c'est bien de créer le dialogue avec les achats et de co-construire peut-être un plan de travail avec eux. Pour les fonctions achats qui sont sous votre, en fait, dans votre domaine de responsabilité. Voilà. Je crois qu'il y a comme un déclic qu'il faut voilà, absolument. Merci. Je me tourne maintenant vers Régine. Comment la finance va aider les achats, après ce qu'a dit Marion et Isabelle? Vous avez compris que la finance chez L'Oréal a été très maligne de recruter la patronne des achats parce que comme ça permettait d'avoir un super brief au départ. Et donc, en fait, la finance a 3 missions chez nous vis-à-vis de nos engagements de développement durable. Le premier, c'est tout bête, hein, c'est de le financer. Et en fait, au départ, on se dit, wow, on se fait un peu peur. Hein, voilà. Tant qu'on l'a pas chiffré, c'est un peu comme un fantôme. Et quand on le regarde un peu en détail, on finit par se dire... bon, oui, ok, c'est pas que c'est pas cher, mais ça va, on va le gérer comme d'autres grands enjeux, comme la transfo digitale, comme d'autres enjeux. Donc, la première chose, le premier rôle de la finance, c'est son rôle de base, c'est de mettre à dispo les moyens, mais aussi les mettre de façon pertinente, là où ça aura le plus d'impact. Enfin, en gros, comme la finance le fait sur le reste des autres sujets. Le deuxième rôle de la finance, c'est de mettre ses compétences au service d'un reporting RSE fiable, solide et auditable. Qui mieux que la finance sait faire ça aujourd'hui, hein? Je ne parle même pas des systèmes, je parle aussi du mindset. Hein. C'est quoi un scope comparable? C'est quoi une clôture? Voilà, toutes ces choses-là. Donc, les équipes finance vont être absolument instrumentales pour aider à reporter quelque chose qui n'est pas des euros ou des dollars, mais qui sont des indicateurs RSE. Et puis, troisième chose, vous allez peut-être reconnaître ma patte là-dessus, c'est on va aider notre écosystème fournisseur.
Et comment est-ce qu'on va faire ça? En fait, il y a un triptyque à créer, c'est-à-dire que on a décidé de créer un fonds. Alors, bon, tout le monde peut mettre un peu de sous dans ce fonds. L'idée de ce fonds, c'est quoi? C'est que, en fait, les financeurs, ils ont besoin de se verdir. Les fournisseurs, ils ont besoin d'un coup de main pour financer leur transition. Et nous, on a besoin qu'ils répondent à nos enjeux. Donc, soit on peut le faire en payant le prix pièce plus cher, etc. Mais parfois, c'est un petit peu limité. Donc, en fait, on va les aider à emprunter à des taux vraiment très attractifs sur le marché. Pourquoi? Parce que ils pourront se servir auprès de ce fonds à des taux qui sont proches des taux de L'Oréal sur le marché. Encore une fois, pourquoi? C'est parce que nous, on a quelque chose dans les mains qui a beaucoup de valeur, et les achats, c'est qu'on a des contrats. Et les contrats, au lieu d'avoir des contrats annuels, si jamais on est quelque chose qui est absolument stratégique, on va avoir des contrats de 3-4 ans. Ça, la banque, elle aime bien. Ça la sécurise. L'Oréal est un client sérieux. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est juste une illustration de comment finalement la finance peut être instrumentale pour pousser aussi cet écosystème. Et comme je vous disais tout à l'heure, de toute façon, ils ne feront pas sans nous. On ne peut pas tout financer, mais par contre, on a les neurones avec nos partenaires banquiers et autres pour trouver des solutions innovatives. Donc voilà, c'est ces 3 rôles concrets. Donc derrière tout ça, finalement, on va retomber sur nos pattes parce que on va comparer aux compétences de la compta tout ce qu'on va devoir faire sur le reporting extra-financier. Le controlling va nous aider à gérer correctement les coûts pour un meilleur impact. Le contrôle interne va vérifier que les normes et les procédures sont bien appliquées. L'audit interne va mettre son nez aussi là-dedans, histoire de sortir les loups avant que on les découvre dans un reporting quelconque. La corporate finance va aller voir ses amis banquiers et la Comfi va tirer bénéfice de tout ça parce qu'on va trouver qu'on est absolument sérieux. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des fonctions que vous avez dans vos équipes. L'essentiel, c'est vraiment de se raccrocher à 2 choses, une vision stratégique et ce qu'on sait faire. Le jour où on se dit que la performance extra-financière, c'est qu'une facette comme une autre de la performance de l'entreprise, on retrouve tous nos réflexes et finalement, ça nous fait moins peur. Et c'est très, très positif et très engageant pour tout le monde. Merci beaucoup, Eugénie. Nous sommes dans les timings, on arrive un peu à la fin de cette session. Il reste quelques minutes pour poser des questions. Donc, dans la salle, si vous avez des questions, une dizaine de minutes. Voilà. On va faire passer un micro. Oui, bonjour, merci pour cet éclairage. Moi, j'avais une question justement pour agir ou aider les fournisseurs à agir. Quand vous avez des fournisseurs, par exemple en Asie, que vous n'êtes par exemple pas leur plus gros client et que la CSRD ne s'applique pas à eux. Donc, est-ce que vous avez déjà trouvé des leviers, des idées pour voir comment on pourrait, obtenir les datas déjà. Je sais que pour l'anticorruption, déjà, c'est compliqué à avoir avec Sapin 2. Et 2, comment les inciter à aller dans cette direction, quitte à éventuellement les sortir de votre liste de fournisseurs. Voilà. Donc en fait, alors bon, je reprends ma vieille casquette. Avant les choix de fournisseurs, il y a des stratégies achats. Et les stratégies achats, elles ont des piliers de compétitivité, de qualité, de service et de développement durable. C'est vraiment les stratégies achats et la vision du portefeuille fournisseur qu'il faut retravailler. Donc, il faut qu'on se mette en condition, soit de développer nos fournisseurs actuels, soit de redesigner nos produits, soit de changer le sourcing. Donc évidemment, ça ne se fait pas comme ça, mais ça se fait. L'éco-design, c'est quelque chose pour lesquels on peut vraiment modifier beaucoup finalement les équilibres qu'il y a parfois sur des portefeuilles fournisseurs. Et puis après, effectivement, on les transforme. Après, les fournisseurs, c'est pas parce qu'ils sont asiatiques qu'ils n'ont pas des portefeuilles clients qui regardent de plus en plus ce genre de choses. Oui. Mais je suis d'accord que c'est intuitivement, ça peut être les plus difficiles à bouger. Mais première chose, des acheteurs engagés, des stratégies achats et un retravail effectivement à la fois du design et du footprint fournisseur. Donc nous, on intervient beaucoup dans le secteur automobile. Et on pensait que l'équation ne serait pas viable que de refaire venir l'industrie en Europe. Et en fait, on se rend compte que des filières industrielles et des filières automobiles se remettent en place en Europe et notamment en France. Donc, on peut revoir son panel fournisseur. Il faut absolument retravailler son panel et c'est aussi une opportunité
de développement de filière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2-3 minutes. Bonjour. Je reviens sur la question précédente. Quand j'écoute vos réponses, ça passe sans l'Asie. Parce que ça passe sans l'Asie, parce que vous parlez de réinternaliser la chaîne de production en France ou d'aller choisir d'autres fournisseurs. Donc, je ne voudrais pas focaliser sur l'Asie, mais j'ai un vrai problème asiatique. Non, moi aussi, je pense que le sujet, c'est plus de revoir ses stratégies achats et de voir ce qui est à fort enjeu. Et donc de se dire, est-ce que ce fournisseur-là, il est critique pour nous, et dans ce cas-là, il n'y en a pas d'autres comme lui, et dans ce cas-là, travailler avec lui sur le co-design, le co-développement pour le faire grandir, ou bien se dire, en fait, moi j'ai besoin d'avoir une autre source plus qui émet moins de CO2 ou qui est moins polluante, et là de se dire, comment je vais élargir mon panel fournisseur, travailler une autre source fournisseur. Mais l'idée, c'est pas de se dire pas l'Asie, pas du tout. En plus, les entreprises ont besoin de se développer dans tous les pays du monde, donc il y a aussi un enjeu de croissance pour l'entreprise. Non, c'est de se dire comment je gère mon risque. Et puis nous, on a beaucoup de consommateurs en Asie, donc on ne va pas se dire tout d'un coup on importe tout d'Europe parce que donc la transformation, on l'amène aussi là-bas. Sur leur propre chaîne de valeur, sur la partie sociale. Il faut savoir quand même que certains pays d'Asie, quand ils ont décidé d'y aller, ils y vont 3 fois plus vite que nous. Donc voilà, c'est difficile de faire une réponse générale, mais... Après, peut-être pour extrapoler un petit peu, ce que vous pointez du doigt aussi, c'est comment je fais quand ça n'existe pas sur le marché. Et parce que ça rejoint, ça peut arriver. C'est ce qui s'est passé, par exemple, sur l'histoire des masques. En tout cas, ça n'existait pas sur le marché à ce moment-là parce que les douanes, les borders, les frontières étaient fermées. Mais c'est justement le sujet de quand ça n'existe pas, comment je fais. Et donc, trouver des acteurs qui ont une partie de la chaîne de valeur et peut-être investir avec eux, travailler avec eux, monter des solutions avec eux pour ensuite en faire un produit qui va devenir à son tour une valeur ajoutée pour vous. C'est ce qu'on fait nous, en tout cas c'est ce genre de sujet sur lesquels on travaille, notamment dans le cas de l'alimentation, pour proposer des solutions qui soient vertueuses auprès de nos usagers, par exemple en termes de alimentation locale, durable, etc. Il y a un certain nombre de choses qui n'existent pas sur le marché et on réfléchit un petit peu sur ces sujets-là. Mais comment je fais quand ça n'existe pas? Je le fais. Il y a beaucoup de choses autour de l'innovation. Et l'innovation commune, nous, on a vraiment beaucoup de chercheurs qui sont en train de travailler sur de la recherche avancée, sur des green science, pour inventer finalement les matières premières de demain, qui seront biosourcées, qui remplaceront les matières issues de la pétro. Et donc beaucoup de partenariats aussi avec les fournisseurs pour arriver à inventer ces solutions de demain. Donc c'est pas que du sourcing, et vraiment voilà, nous on est instrumentaux pour ça aussi. Voilà. Une toute dernière question, et puis on va approcher. On va clôturer cette session. Pas de questions? Merci pour votre participation. Merci. Et puis nous... On pourra poursuivre l'échange à la pause, et nous espérons que cette session vous a permis de mieux appréhender les enjeux du reporting de durabilité et en vue d'améliorer la performance globale de votre entreprise. Bonne continuation à Financium et à bientôt. On a respecté.